Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents de nouveau à ce rendez-vous qui est désormais annuel de commémoration des combattants de la République espagnole de l'année. Avant de commencer et donner la parole à nos différents intervenants aujourd'hui, je voudrais signaler la présence, et elle est annuelle à ces commémorations, de l'association Les Oubliés de la Mémoire, qui représente les personnes déportées, martyrisées pour motif d'homosexualité durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce 24 août 2017, en regard de l'exil des populations menacées par la guerre et la mort, et vu le peu d'enthousiasme mis par les autorités et un certain nombre de Français pour accueillir ces personnes en détresse, l'association 24 août 1944 a souhaité rappeler aux Parisiens, aux Français et à tous en général, quelle que soit leur origine, que les étrangers, même s'ils ont été mal accueillis en France ou méprisés parce que venus des colonies, ont joué un grand rôle dans la lutte antifasciste. S'ils n'avaient pas été là, il se peut que la France n'ait pas été à la table des vainqueurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1939, la France est alors riche de plus de 2 millions d'étrangers, venus pour des raisons politiques ou économiques. C'est ainsi que la résistance au nazisme fut l'œuvre d'hommes et de femmes de toutes origines sociales, mais aussi de toute nationalité. Ce sont essentiellement des Allemands, des Autrichiens anti-nazis, des républicains espagnols antifranquistes, des Italiens antifascistes, des Polonais fuyant l'envahisseur, des Arméniens, des Tziganes de France et d'Europe, pourchassés dans l'indifférence générale, des Juifs français mais aussi étrangers, venus d'Allemagne et d'Europe de l'Est, fuyant l'antisémitisme et les persécutions, traqués par l'occupant et les polices spécialisées de Vichy. Parmi tous ces étrangers, beaucoup entrent en résistance dès 1940, malgré l'accueil reçu, fait d'exclusion, de répression et de xénophobie. Leur résistance est une question de survie, mais aussi d'idéologie contre le nazisme et pour la cause de la liberté et de la justice. Tous ces réfugiés se reconnaissent dans ce combat, car pour eux, libérer la France et les pays alliés est la première étape vers la libération de leur pays natal. C'est le cas des républicains espagnols, mais également des combattants asiatiques, africains et maghrébins originaires des colonies, qui aspirent à une indépendance et à une vraie liberté. Rappelons les quelques 5000 tirailleurs africains et malgaches, déserteurs ou évadés des camps de prisonniers et entrés en résistance. Ces étrangers s'engagent dans toutes les formes possibles de la résistance française. Intégration aux forces françaises libres, presse clandestine, sabotage, lutte armée, renseignement. Ils sont aussi parmi les premiers à se lancer dans la lutte armée contre l'occupant, aux côtés des résistants français, et même parfois avant eux, comme le groupe de l'espagnol Ponsan, au sein des mouvements ou d'organisations qui leur sont propres. Mais aujourd'hui, nous voulons honorer par la parole et la mémoire différentes nationalités qui ont participé au triomphe de la liberté. Pour les réfugiés allemands, anti-nazis, la parole est à Vincent von Wroblowski, traducteur de Jean-Paul Sartre et fils de résistants allemands en France. Merci, bonjour et merci de m'accueillir. Donc je m'adresse à vous au nom de résistants allemands. De quel droit? Je n'ai pas été résistant. En 1945, à la fin de la guerre, j'avais à peine 6 ans. J'ai été invité à dire ici quelques mots parce que mon père, dès sa jeunesse, bien avant la prise du pouvoir des nazis, les a combattus, malheureusement, comme on sait, sans succès. Non,
Moi, je n'ai pas résisté, pas plus que j'ai choisi mon père. Personne ne choisit son père, ni l'histoire dans laquelle il est né. En 1933, sur fond de crise, de chômage de masse, d'humiliation due à la défaite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, les nazis, s'inscrivant dans un profond courant nationaliste, antisémite, raciste, antidémocratique, ont réussi à devenir le premier parti et à réunir derrière leur slogan de haine une part importante du peuple allemand. C'est aussi grâce aux faiblesses, aux erreurs historiques des partis et organisations de gauche que les nazis ont pu imposer leur dictature sanglante. Le Parti communiste allemand, qui était alors le plus grand parti communiste d'Europe, s'était soumis aux ordres de Staline. Il fut incapable de créer un front commun avec l'autre grand parti ouvrier, le Parti social-démocrate SPD, qui pour d'autres raisons était lui aussi réticent à l'union de la gauche. Ensemble, unis, communistes et sociaux-démocrates auraient pu être plus forts que les nazis. Ils n'ont pas su saisir cette chance historique. Divisés, ils ont été vaincus. Les communistes sous-estimaient la force réelle et le danger du nazisme. De plus, la démocratie n'était pas de mise, ni à l'intérieur du parti, ni dans la société qu'ils voulaient édifier. Sous l'influence du Comintern, ils visaient la dictature du prolétariat, une société de type soviétique, au lieu de défendre de toute leur force la République de Weimar et sa démocratie, si imparfaite fût-elle. Je n'ai ni l'intention ni le temps d'énumérer ici toutes les raisons et circonstances qui menèrent au terrible échec des forces démocratiques et de gauche en Allemagne en 1933, avec toutes les conséquences que l'on sait pour l'Europe et le monde entier jusqu'à nos jours. Par dizaines, centaines de milliers, ceux qui courageusement avaient combattu les nazis furent persécutés, internés, assassinés. D'autres purent s'enfuir, un grand nombre trouva refuge en France. Parmi eux, mes parents, dès la fin de 1933. Ils reprirent aussitôt le combat antifasciste. Mon père, jusqu'en 1939, comme secrétaire du Comité international pour la libération d'Ernst Thälmann, le leader des communistes allemands internés par les nazis. Faire connaître en France la réalité du régime nazi était l'un des objectifs de ce comité. Mon père fut en 1938 l'un des responsables d'une exposition intitulée « 5 ans de régime hitlérien », organisée avec l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne dans leurs locaux 10 rue Lancry à Paris. Celle-ci eut un remarquable retentissement, d'où de grands meetings avec entre autres Henri Barbusse et André Malraux. Le gouvernement allemand intervint auprès du gouvernement français pour interdire l'exposition. Environ un tiers de l'expo était dédié au putsch franquiste soutenu par l'Allemagne. Au début de la guerre, en septembre 1939, mon père fut interné avec 1200 Autrichiens, Sarrois et Allemands dans le camp de Mêlée-du-Maine, en Mayenne. Les internés, appelés prestataires, dont la plupart avaient fui l'Allemagne pour des raisons politiques ou dites raciales, vécurent dans d'affreuses conditions matérielles et psychiques, dans le froid, la pluie et la boue. Libéré du camp en juin 1940, mon père rejoignit ma mère à Clermont-Ferrand et fit la connaissance de son fils âgé de 6 mois. Ce fils, c'était moi. Mon père organisa alors une cantine qui non seulement nourrit 300 émigrés, mais il envoya aussi des colis de nourriture dans les camps d'internement, tel celui de Le Vernet. En 1942, mes parents se retirèrent avec moi à Moutier-Roseille dans la Creuse, un village d'environ 400 habitants, où s'étaient réfugiés
8 familles juives de Pologne, de Hollande, d'Allemagne et des républicains espagnols. Ils furent soutenus par les habitants, personne ne fut trahi. Mon père prit une part active dans la résistance française, particulièrement puissante dans cette région. Après la guerre, M. Belmont, dit Martin, chef de bataillon FFI, attesta que mon père, Ernest von Wróblewski, avait appartenu dès septembre 1943 à un groupe de résistance armée, service B, renseignement des FTPF, et participé activement au mouvement de résistance de la région et à la formation de groupes de sabotage légaux. Mon père ne fut pas témoin de la fin de la guerre, ni de la fin du régime hitlérien. Après une longue année de souffrance, il mourut le 17 octobre 1944. Ce jour-là, mon frère Clément fêtait son premier anniversaire. Je veux croire que mon père fut encore capable de réaliser le 24 août 1944 que Paris était libéré, que la fin du nazisme qu'il combattait depuis 20 ans était proche et que son engagement n'avait pas été vain. Il fut enterré à Moutier-Roseille, il n'avait pas encore 40 ans. J'en compte, moi, aujourd'hui presque le double. Je disais que je n'ai pas choisi mon père. Par contre, j'ai hérité de son histoire et je choisis sa signification. C'est une histoire contradictoire, douloureuse, mais néanmoins encourageante. Douloureuse est l'histoire du XXe siècle, avec les terribles défaites qu'ont subies les forces dont je me sens solidaire. Défaite de 1933 que j'ai évoquée, défaite de la République espagnole en 1936 avec la dictature de Franco jusqu'en 1975, soit 30 ans après la défaite du nazisme. Défaite aussi la division du monde en deux blocs ennemis pendant presque 40 ans de guerre froide. Défaite finalement de ce qu'on appela les pays socialistes et menace permanente des nationalismes de l'extrême droite qui reprennent du poil de la bête aussi bien à l'est qu'à l'ouest de l'Europe et aux États-Unis d'Amérique. Toute cette histoire est contradictoire. Elle témoigne aussi de grandioses exemples d'humanité, de solidarité, de générosité, de clairvoyance. Oui, j'hésite à employer le mot d'héroïsme. Cette histoire qui reste présente, qui nous montre que les nationalismes, la xénophobie, l'antisémitisme, la peur de l'autre et la haine de l'étranger sont toujours du côté de la barbarie et sont opposés à un vivre ensemble dans la diversité, le respect, le bonheur et la dignité. Quant à moi, né apatride en France, désormais allemand depuis le retour de ma mère à Berlin en 1950, je me revendique avant tout comme européen. Je m'arrête là et vous remercie de votre bienveillante attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, anniversaire de la libération de Paris, je prends la parole pour rendre hommage à mon arrière-grand-père, Dicran Lorraignan. Il fait partie de ces nombreux combattants de l'ombre qui, avec courage et abnégation, ont contribué à la libération de Paris et de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Il est né en Arménie, à Constantinople, et a fait son pays en 1920, avec ses parents, frères et sœurs, pour échapper à la barbarie et au génocide arménien. Il a toujours combattu à sa manière le nazisme, car en effet il a caché à 2 reprises un aviateur américain et un aviateur anglais chez lui. Le 24 août 1944, il apprend qu'un détachement du général Leclerc est tout proche de Paris, vers la côte de Fresnes. Ce détachement est conduit par le capitaine Drone. Il explique au capitaine qu'il peut conduire jusqu'à l'hôtel de ville, qu'il peut conduire son détachement jusqu'à l'hôtel de ville sans qu'il n'y ait un seul soldat de tué. C'est même lui qui prend la tête du convoi sur sa motocyclette, sans peur ni aux conséquences que cela pourra avoir sur sa famille. Car en effet, il était crémier fromager sur les marchés de Paris et il connaissait parfaitement les positions des Allemands. Le chemin qu'il prenait pour se rendre aux Halles de Paris
et au retour à Villejuif sans que l'occupant ne s'arrête pour lui dérober sa marchandise, et c'est grâce à ses connaissances qu'il a pu envoyer la colonne du capitaine Drone jusqu'à l'hôtel de ville de Paris. Et c'est ainsi qu'une page de l'histoire de Paris s'est écrite dans l'ombre. Il estime avoir payé sa dette à la France, la France qui l'avait accueilli, lui et toute sa famille. Je vous remercie. C'est par centaines de milliers que les Italiens sont arrivés en France dans l'entre-deux-guerres. Beaucoup d'entre eux sont arrivés dans la région parisienne, mais d'autres investirent presque toute la France urbaine et industrielle et quelques-unes de ses régions rurales. À l'origine de ce mouvement, des raisons économiques et démographiques, mais bientôt des raisons politiques s'y ajoutèrent. La composante politique de l'immigration italienne fut suffisamment importante pour marquer de son empreinte presque toutes les zones de peuplement italien de l'Hexagone. Dans le nord et le centre de l'Italie, dont étaient originaires 80% des immigrés italiens de France, le fascisme s'était imposé au terme d'une véritable guerre civile larvée, faite de destruction systématique des organisations politiques et syndicales, des ouvriers et des paysans. Cette œuvre destructrice se doubla d'une persécution brutale et méthodique des militants et des cadres communistes et socialistes d'abord, de tout individu ensuite qui manifesta ouvertement son opposition. Voilà pourquoi l'immigration italienne comporta un courant important d'exilés politiques qui entretint avec la première une relation intime. Pour des communautés entières d'Italiens de France, le ciment et l'élément d'appartenance identitaire fut constitué par l'amertume de la défaite subie devant l'adversaire fasciste et par la volonté de poursuivre le combat dans le pays d'accueil. C'est à partir de cette référence commune que l'on vit des familles entières, voire des rues ou des quartiers se mobiliser dans les fêtes champêtres antifascistes des années 20, dans les grands meetings du Front populaire, dans les grèves et occupations d'usines de juin 1936, dans les comités de soutien à l'Espagne républicaine. C'est dans ces milieux que se recrutèrent les quelques milliers de volontaires italiens dans les brigades internationales. Or, ces derniers, sortis par leurs propres moyens des camps d'internement français du Sud-Ouest, n'avaient pas tous retrouvé ou recherché le contact avec le Parti communiste italien, tout en s'engageant dans des mouvements de résistants français dont ils partagèrent le sort jusqu'à la libération. Il y en eut un peu partout en France, mais il est certain que la région parisienne occupa une place de choix. Carlo Pozzi, le premier Italien fusillé par les Allemands à Paris en décembre 1941. Riccardo Roregger, Italien originaire de Trieste malgré son nom de famille allemand et dont la connaissance de la langue de l'occupant le poussa à commettre des actions audacieuses de sabotage dans une usine allemande qu'il paya de sa vie. Mario Buzzi, Pietro Pacetta, Antonio Tonusi, Alfredo Terragni avaient tous combattu pour des périodes plus ou moins longues dans les brigades internationales en Espagne. Mais nous avons affaire là à des militants qui étaient tous arrivés adultes en France et dont la première socialisation politique avait eu lieu en Italie. Qu'en fut-il des jeunes? Prenons par exemple les membres d'un groupe restreint associé à la geste peut-être la plus connue de la participation des étrangers à la résistance française. Il s'agit des 5 Italiens, le groupe d'étrangers le plus nombreux après les 8 juifs polonais parmi les 23, appartenant au groupe Manoukian, lié à cette affiche rouge dont les Allemands avaient placardé les murs de Paris pour suggérer aux Parisiens que la résistance n'était qu'une entreprise de destruction et de subversion menée par de vulgaires assassins étrangers commandés par des Juifs qui plus est. Ces Italiens sont presque tous très jeunes. 4 d'entre eux ont entre 20 et 23 ans. Le 5e, Amedeo Zeglio, n'a que 10 ans de plus. Et pourtant, il appartient déjà à une autre génération du point de vue de ses rapports avec le pays d'accueil, puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 19 ans. Les 4 plus jeunes appartenaient tous à la seconde génération, puisque soit ils étaient nés en France, soit ils étaient arrivés en France dans leur toute première enfance. Rino Della Negra est le plus jeune des 4, puisqu'il n'avait que 20 ans au moment de son arrestation. Non seulement il était né en France, mais nous ne trouvons pas non plus de mention d'accointance antifasciste de la part de ses parents. Les lettres, toutes très touchantes, qu'il a envoyées à sa famille avant son exécution, témoignent
d'une insertion heureuse, chaleureuse dans la société française par l'intermédiaire d'une identification forte à une communauté locale, celle des Italiens d'Argenteuil, et à l'équipe de foot, le Red Star de Saint-Ouen, dans laquelle il évoluait à un stade semi-professionnel. Spartaco Fontanotte, dont la photo prise à la veille de son exécution se retrouve sur l'affiche en question, dont une des lettres écrites à la famille est reproduite dans presque toutes les anthologies des dernières lettres des fusillés, et dont enfin 2 cousins aussi moururent sous les balles de l'occupant, comme le rappelle la rue des Trois Fontanottes à Nanterre. Pour le président de la cour martiale allemande qui lui demande pourquoi lui, non français, se bat dans la résistance française, il a cette réplique: pour un ouvrier, le pays où il se trouve est sa patrie. Il s'agit là de la revendication explicite d'une identité de classe cohérente, avec tout ce que nous connaissons de sa famille d'origine et des liens très forts qu'elle avait gardés avec le parti italien. Beaucoup d'éléments rapprochent enfin les 2 cas de Antonio Salvadori et de Cesare Lucarini. Nés tous les 2 en Italie, respectivement en 20 et 22, leurs familles connues pour leur antifascisme s'expatrièrent de leur Émilie natale quand ils étaient encore enfants. Ils finirent par s'établir tous les 2 dans le Pas-de-Calais. C'est du Pas-de-Calais que la direction de la MOI les envoya à quelques mois de distance se battre dans la région parisienne. Communistes tous les 2, ils semblaient être parvenus au communisme par le truchement d'une socialisation politique liée au lieu de leur insertion en France. L'univers de la mine semble avoir pesé de tout son poids. Les modalités de la participation des Italiens à la résistance dans la région parisienne ne se réduisent cependant pas à celles dont nous venons de présenter des exemples parmi les mieux connus. Si l'on s'en tient qu'au domaine de la résistance armée, la participation des Italiens au combat de la libération de la capitale fut loin d'être négligeable. Tant et si bien que sur les 38 Italiens morts pour la France, 15 périrent dans les combats d'août 1944. Le cas de Darno Maffini, auquel a été récemment dédiée une place du 11e arrondissement, actif dans la libération de la mairie du 11e arrondissement, après s'être battu plusieurs mois dans la résistance italienne à Verona, est relativement atypique. Mais le peu d'éléments de connaissance que nous avons de la biographie de ceux qui sont tombés dans les combats de la libération semble relever d'un nombre assez varié de cas de figure. Tout d'abord, pour ceux dont la présence de longue date sur le territoire français est attestée, l'appartenance politique ne semble pas toujours graviter dans l'orbite communiste. Parfois, en outre, il s'agit, comme dans d'autres villes de France, surtout dans le sud-est, d'anciens soldats de la 4e armée italienne ayant occupé les départements situés à l'est du Rhône entre novembre 1942 et septembre 1943. C'est le cas par exemple de Pietro Poli, tombé avec un groupe d'autres compatriotes sur les barricades de la région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, et dont une rue de cette ville porte le nom. Mais cette absence totale de lien avec l'immigration se retrouve dans d'autres cas d'Italiens présents à Paris, à ce moment-là, pour des raisons contingentes diverses. Au stade actuel des recherches sur le sujet, il est impossible de tenter une appréciation quantitative globale de la participation des Italiens à la résistance en Île-de-France. En revanche, on peut sans hésitation dire qu'un petit nombre d'Italiens eut une place de premier plan dans les combats à la fois meurtriers et efficaces menés contre les troupes allemandes de la capitale et de la banlieue par les FTP Moi. Le 3e détachement de ces derniers, formé en grande partie d'Italiens, occupe la première place par un nombre d'actions réalisées sur l'ensemble de la période où le FTP Moi parisien fut actif. Antonio Beccelloni. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En septembre 1939, après l'agression conjointe de la Pologne par les armées de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique, puis son partage selon les dispositions du pacte germano-soviétique d'août 1939, le gouvernement polonais se réfugie en France, d'abord à Paris, puis à Angers. Le président Władysław Radziwiłł et le premier ministre, le général Władysław Sikorski, traduisent par leur inébranlable volonté de poursuivre la guerre aux côtés des alliés occidentaux en assurant la permanence de l'État polonais. Sur le sol français,
le gouvernement polonais reconstitue aussitôt une armée qui atteindra plus de 80 000 hommes. Il provenait de nombreux militaires qui avaient pu échapper à la captivité et quitter la Pologne occupée pour venir se regrouper en France. Il venait aussi de la mobilisation de l'immigration polonaise, déjà présente en France depuis plusieurs dizaines d'années, et de celle politique des Juifs polonais fuyant les pogroms dès 1933. Cette armée agit sous son propre drapeau en tant qu'armée alliée. L'armée polonaise, reconstituée, combat durant la campagne de France ainsi qu'en Norvège et dans les airs. En juin 1940, le gouvernement polonais en exil refuse d'être inclus dans les clauses de l'armistice que la France défaite conclut avec l'Allemagne. Une nouvelle fois, il annule l'alliance militaire avec la France du maréchal Pétain. Il part pour l'Angleterre et appelle les soldats de son armée reconstituée à le suivre. Plusieurs milliers de soldats polonais rejoignent également la Grande-Bretagne. De Londres, le gouvernement de la Pologne libre organise aussitôt la résistance en Pologne même, constituée dès octobre 1939, et aussi sur le territoire français où cette précoce résistance polonaise va s'appuyer sur les organisations et les cadres de la diaspora, ainsi que sur les militaires qui n'ont pu rejoindre l'Angleterre. Dès le 15 juillet 1940, entraînant dans leur action les premiers résistants français, des officiers polonais vont constituer les premiers réseaux de renseignement immédiatement reliés par radio avec Londres. L'histoire de cette résistance polonaise en France est multiple, marquée aussi bien par l'ampleur et l'audace de ces réseaux de renseignement de 1940 à 1943 que par le courage de ces combattants de 1944. À l'instar de la résistance française, la résistance polonaise se constitue en deux courants principaux. Le courant légaliste, affilié au gouvernement polonais en exil à Londres, et le courant d'obédience communiste, animé par des militants présents en France depuis les années d'avant-guerre et par d'anciens volontaires de la guerre civile espagnole. Dans les régions où combattaient ces deux obédiences, la concurrence fut particulièrement vive. À l'issue de la défaite, de nombreux Polonais entrent dans la résistance active. Beaucoup vont le payer de leur vie, tués au combat ou fusillés. D'autres sont arrêtés, torturés, déportés. À Lyon, Paris, Arras, Carvin, Austricourt, Salomine, Huchon, Versailles. Le colonel Gilles commande les FCP de la région parisienne. Pseudonyme du polonais Joseph Epstein, qui multiplie en 43 les actions contre l'ennemi. Capturé, il est fusillé au mont Valérien. Le groupe Manoukian, où se trouvent 8 juifs polonais sur les 23 fusillés, provoque 80 attentats. C'est par exemple un Varsovien, Marcel Rachman, qui abat Julius Kitter, officier SS, responsable du service du travail obligatoire STO en France le 23 juillet 1943. En 1944, dès le début de l'insurrection parisienne, le Comité polonais de libération
lance son premier appel au soulèvement par affichette rédigée en français et en polonais. Le PO, Polowska Organiska Wojskowa, l'organisation militaire polonaise, commandée par le lieutenant Jakowski, est forte de 300 hommes en armes qui dressent des barricades, luttent dans le Marais, rue Saint-Antoine, boulevard Beaumarchais, place de la Nation, place Maubert, œuvrant à la libération du 4e arrondissement. Un détachement attaque le ministère de la Marine avec les FFI et la 12e DB. Un détachement attaque ceux de la milice patriotique polonaise se distinguent en banlieue nord et aussi à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Villejuif. Après le débarquement des Alliés en Normandie et l'avancée de l'armée rouge en Pologne, la participation des deux courants au combat pour la libération du territoire français revêt un autre enjeu, celui du devenir politique de la Pologne. Le CNR soutient le courant polonais d'obédience communiste, alors que les FFI du général Koenig prennent fait et cause pour les réseaux polonais légalistes. Cependant, la libération du territoire polonais par les forces militaires de l'URSS et la mise en place progressive d'un pouvoir populaire à Varsovie, bénéficiant de la reconnaissance du général de Gaulle, signe la défaite du gouvernement polonais de Londres, dont l'exil va se poursuivre jusqu'en 1990 et la chute du régime communiste de Varsovie. La frustration des anciens résistants polonais du courant légaliste fut immense. La plupart d'entre eux devront vivre hors de leur pays. À l'inverse, beaucoup des anciens résistants du courant communiste regagnèrent le pays pour y construire le socialisme, source pour eux de bien d'autres traumatismes. Bonjour. Parmi ces oubliés de l'histoire figurent effectivement les tziganes, appelés aussi gitans, romanichels, nomades, manouches, roms, gens du voyage, autant d'appellations qui recouvrent de toute façon la même réalité. La plupart d'entre eux n'étaient pas étrangers, mais qu'importe. Les lois françaises discriminatoires prises à leur encontre, bien avant les lois raciales du régime de Vichy d'octobre 40 et de juin 41, en faisaient déjà des parias, des Français et des Françaises de seconde zone, des étrangers dans leur propre pays, voire des apatrides. Les persécutions dont ils furent victimes renforcèrent leur engagement et leur volonté de résister, mais trop peu d'études et de témoignages en témoignent, je le rappelle. En 1912, la Troisième République leur impose, dès l'âge de 13 ans, un carnet anthropométrique d'identité, qui ne sera supprimé qu'en 1969. En 1914, les tziganes ressortissants d'Alsace-Lorraine, victimes du mythe de la 5e colonne, sont internés dans des camps en conditions déplorables. En avril 1940, même scénario. Sous couvert de danger pour la défense nationale, il leur est interdit de circuler sur tout le territoire. D'abord regroupés par département sur ordre du préfet, ils sont assignés à résidence sous contrôle de la police ou de la gendarmerie. Après l'armistice, c'est sur demande allemande, mais sous la responsabilité des autorités françaises et des préfets, que dès le 4 octobre 1940, les familles entières sont arrêtées et internées en zone occupée. C'est aussi le gouvernement français de Vichy qui va décider seul de l'ouverture en zone libre du camp de Salier dans les Bouches-du-Rhône, qui leur est spécialement dédié, s'ajoutant à ceux de Rivesaltes, de Gurs, de Barcarès, d'Argelès-sur-Mer, de Gurs, de Mérignac, etc., où sont internés aussi des juifs et des opposants politiques. Salier, qui comptera plus de 700 internés et qui, rappelons-le, a vu il y a une dizaine de jours
soit 75 ans après, le mémorial inauguré en 2006, profané par quelques nostalgiques qui l'ont souillé d'une croix gammée. On estime que quelques 6000 tziganes ont été internés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, dans 31 camps gérés par les autorités françaises, dont le plus grand était à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Dans ces camps français, 90% des internés étaient de nationalité française. Les tziganes ne seront par ailleurs les derniers à être libérés en France. Ils devront en effet attendre mai 1946, soit un an après la libération, pour quitter dans le plus grand dénuement, car tous leurs biens auront été dispersés, les derniers camps d'internement français. Aujourd'hui, il ne reste quasiment aucune trace de ces camps. Sauf exception, les tziganes français n'ont pas été déportés dans les camps de la mort comme ceux des autres pays occupés, d'Europe occupée. Ceux qui ont été raflés dans le Nord l'ont été à l'initiative du commandement militaire allemand de Bruxelles, auquel étaient rattachés les départements du Nord et du Pas-de-Calais. En revanche, c'est l'État français qui est responsable de la mort d'une centaine d'internés, dont des enfants, en raison des conditions déplorables des camps de concentration français, comme du choix de livrer des hommes tziganes aux autorités allemandes dans le cadre du STO pour, comme l'expliquera un inspecteur général des camps, diminuer d'autant le nombre de jeunes travailleurs honnêtes que nous devons fournir. Sur leur participation à la résistance, 2 exemples. Jan Jors, jeune gadjo flamand, qui ayant rejoint les rangs de la résistance, participe à la lutte avec ses amis tziganes. Il commence par passer des messages, transporter des armes, des explosifs et sauver des fugitifs en créant des réseaux d'évasion via l'Espagne, avant de participer à des actions dites terroristes, coups de main sur les cartes d'alimentation, attentats contre des objectifs stratégiques, etc. Raymond Gurem, autre résistant, cette fois français, figure historique de la communauté tzigane de l'Essonne et dernier survivant de la communauté des internés au camp de Linas-Montlhéry. Interné dès l'ouverture du camp le 27 novembre 1940, il s'en échappe 2 fois, en juillet 1941 et en octobre 1941. Mis en maison de redressement à Angers, il y détourne au profit du maquis un camion de ravitaillement, ce qui lui vaut d'être déporté dans un camp de travail en Allemagne, près de Francfort. Il s'en évade grâce à la complicité d'un cheminot français et il rejoint les rangs de la résistance. Il a 19 ans lors de la libération de Paris, à laquelle il participe dans les rangs des RTP. Malgré cet engagement, il aura, comme beaucoup de ses compagnons, du mal à faire reconnaître tant son internement en France qu'en Allemagne que sa participation à la résistance. Ces détournements de vivre au profit du maquis lui vaudront même d'être taxé de délinquant. Plus de 70 ans plus tard, si la reconnaissance tardive de la souffrance par François Hollande, alors chef de l'État, est un premier pas, elle ne suffit pas. Les tziganes continuent à attendre une parole publique et l'implication qui reconnaissent la spécificité de leur internement et l'implication des autorités françaises, ainsi que la mise en place d'une réelle politique mémorielle. Plus que tout autre, les tziganes sont restés absents de la mémoire collective française. Malgré ce lourd passé, rien n'a changé. Français ou étrangers, ils restent marginalisés, méprisés, victimes du même ostracisme. Ironie, si l'on peut dire, de l'histoire, le plus grand reproche fait à ces combattants de la liberté est de vouloir vivre libre et sans contrainte. Merci. Aucun mot n'a été soufflé le 6 juin 2014 sur les lourds sacrifices consentis par les Africains lors de la célébration de la France à l'occasion des 70 ans. On n'a pas parlé du tout, comme si il n'existait pas du tout. Les Occidentaux continuent à ne mettre en valeur que les hauts faits d'armes des soldats américains et européens, comme on le fait chaque année. Les soldats, quand je parle d'Afrique, notre camarade du Sénégal va en parler, ont pourtant activement participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont même été décisifs.
dans de nombreuses batailles. Et si aujourd'hui, je pense, si on est libre, c'est aussi grâce à cette participation. Les livres d'histoire, en fait, ne parlent pas beaucoup de ça. Par exemple, les soldats algériens, considérés comme des combattants d'élite, ont été les premiers à avoir traversé le Rhin. Les premiers. C'était dans la nuit du 30 au 31 mars 1945, à 3 h du matin. Alors, 3 h du matin, c'est eux qui ont, en fait, passé le Rhin. Il faut savoir que la moulisson en Afrique du Nord a commencé très tôt. Elle a permis de septembre 1939 à 1940 de constituer le premier corps de bataille de français le 10 mai 1940. C'est bien précis, hein, au moment de l'offensive allemande. Sur les 6 divisions françaises qui tenaient entre la Dyle et la Meuse, 3 étaient nord-africaines, c'est les maghrébines. Alors, maintenant, la débâcle de l'armée française en juin 1940 se solda par 85 000 tués. Ce sont des vrais historiens qui parlent, hein, dont 5 400 nord-africains et 1 800 000 prisonniers, mais tout ensemble, y compris européens. Dont Yves Châtel, le gouverneur d'Alger, à l'époque, parlait de 90 000 musulmans, dont 60 000 Algériens, 18 000 Marocains et 12 000 Tunisiens. Il faut dire qu'ils sont moins nombreux que les autres pays. Excepté une dizaine de milliers de libérations et autant d'évasions, le reste des prisonniers coloniaux connut la captivité jusqu'à la libération, comme tous les autres d'ailleurs, et ils ont été décimés par justement les maladies. Je suis témoin aussi que 2 de ma famille, un est mort en 1936 parce qu'il a fait 14-18, il est mort à Rouen, et mon grand-oncle a été 2 ans prisonnier en Allemagne, il a été livré qu'après la guerre. Bon. Juste après le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, les 3 colonies du Maghreb furent de nouveau mises fortement à contribution pour reconstituer l'armée française. S'il n'y avait pas ces contingents, il n'y aura pas d'armée française. Et participer au combat pour la libération de la France et de la Tunisie. Armés par les Américains, les unités françaises, 5 divisions d'infanterie et 3 divisions blindées furent reconstituées et instruites au Maghreb, vont être immédiatement opératoires. Voilà. Le chiffre le plus avancé concerne l'effectif des musulmans maghrébins dans l'armée française de 1944 et de 233 000. C'est pas beaucoup, hein, quand même. Certains historiens estiment que l'ensemble des troupes fournies par les 3 pays d'Afrique du Nord sont de 200 000 à 250 000 musulmans entre 1943 et 1945, dont 120 à 105 uniquement pour la seule Algérie. Voilà. Alors, effectivement, si on se base sur ces chiffres communiqués par le service historique de l'armée française, qui font apparaître au total 97 715 tués et blessés pour l'ensemble de l'armée française, dont 11 193 tués et 39 945 blessés pour les musulmans. La proportion est de 52%, même pas 50%. Voilà. Alors, par ailleurs, ça c'est important, il faut le dire, les empires coloniaux français et britanniques ont joué un rôle important dans la guerre. L'Afrique contribuera beaucoup à la consolidation de camps des Alliés, notamment en se servant de bases arrières pour leur opération. L'Algérie a même été servie pendant un moment de quartier général pour la France libre. Charles de Gaulle faisait son discours d'Alger. Malgré tous ces sacrifices, il a fallu cependant attendre jusqu'en 2007, vous voyez 2007, hein, pour que les anciens combattants africains en général de l'armée française reçoivent la même pension que les soldats français. Il n'en reste plus, il reste quelques-uns seulement. Et une maigre pension pour les Sénégalais, 44 €, et pour les Maghrébins, 60 ou 80. Voilà, c'est pour dire le problème de reconnaissance. Bon. Mais, qu'on veuille ou non, rappelez-vous que à l'époque, l'armée française et américaine avait quelque part fait entendre que s'ils se battaient aux côtés justement des Alliés, eh ben, leur pays serait libre. Ça n'a pas été le cas, hélas, pour l'Algérie. Et oui, rappelez-vous, je pense que beaucoup de vous le savent, le 8 mai 1945, justement, au moment où on fêtait la libération de la France, eh ben, il y a eu
selon les historiens, jusqu'à 45 000 morts dans la région du Constantinois. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et puis, je parle pour l'Algérie. Le 17 octobre 1961, pendant la guerre d'Algérie, ici à Paris, une manifestation de pacifistes algériens, sur ordre du FLN bien sûr, sont descendus sur Paris pour tout simplement protester contre le couvre-feu qui était imposé aux 16 Algériens qu'on appelait à l'époque Français musulmans, pour ne pas dire indigènes. Et là, à l'époque, la répression qui était sanglante, barbare, de Papon, je pense que tout le monde en parle, on parle de Papon, qui a fait, selon les historiens, selon Elie Kennedy, qui hélas défunt, il est mort, qu'on lui rend un grand hommage, qui a fait deux bouquins. Le premier, c'est la bataille de Paris, qui a recensé 126 cadavres recensés concrètement. Il a fait un deuxième livre sur la bataille de Paris, tome 2, qui a trouvé plus de 200 morts qui ont été recensés. Je ne parle pas des blessés, je ne parle pas des disparus. Alors, aujourd'hui, il me semble que la France n'a pas reconnu à leur juste valeur la participation de ces combattants d'ici et d'ailleurs. Et c'est important, c'est ce que nous, en tant qu'association, on propose, il faudrait qu'on en discute, pourquoi il n'y aura pas un hommage spécial à ces combattants d'ici et d'ailleurs en France. Puisqu'en fait, on ne parle que des Américains, des Européens, etc. Et que nous, qui sommes d'ailleurs, qui sommes venus ici, qui avons construit la France, etc., pourquoi il n'y aura pas un hommage spécial? Ce serait un symbole important pour la reconnaissance de la République à ses oubliés. Je voudrais vous lire un poème que j'avais écrit en 2014. On est allé à Verdun et donc j'ai été un petit peu, on va dire, prise par tout ce que j'ai vu et tout ça. Et je vais vous lire son... Verdun. Je viens, je reviens, je vais vers Verdun. Des vers en mousseline, en vrai daim. Je cherche la vérité à travers l'histoire, du blanc, du noir et du brun. Tirailleurs, vous dormez, répondez, d'ailleurs, c'est pour vous que je viens. Réveillez-vous, racontez-nous en détail, éclairez-nous des batailles, dites-le bien. Pourquoi ce silence? Pourquoi ailleurs, poilus tirailleurs? Pourquoi ce voyage aussi loin? Abandonnons le soleil et les siens. Pourquoi embrasser d'autres lieux? À Verdun, à Marseille, à Amiens. Côtoyer le sol froid alsacien. Tirailleur, je suis tiraillé entre le passé et le quotidien. Et la voix, des tombes ne nous vient. La France vous oublie, le néant et le rien. Silence égale injustice. Merci beaucoup. Je suis un petit-fils de tirailleurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle je me suis habillé comme ça. Pour honorer, pour représenter mes ancêtres tirailleurs sénégalais. Mesdames et messieurs, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'action des tirailleurs sénégalais était déterminante. C'est en Afrique que De Gaulle organisa la résistance, où trouve la plus grande partie de l'armée française de libération. Le premier bataillon des tirailleurs sénégalais a été formé à Saint-Louis du Sénégal, mon pays de notre natal, où on trouve des hommes originaires de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique du Nord. On estime à 179 000 le nombre de tirailleurs sénégalais mobilisés le 1er avril 1940 et à quelques autres, 40 000 à ceux engagés dans les combats en métropole, 8 régiments de tirailleurs sénégalais prennent part à la campagne de France entre le 10 mai et le 25 juin 1940. Près d'un sur 4 est tué, comme aux abords du nord de Lyon, où aujourd'hui on peut lire cette plaque. Le 19 juin 1940, on était lâchement assassinés. 27 soldats sénégalais, je dis bien, qui résistaient aux ordres nazis. Pourtant, les nazis font la chasse aux Africains.
y compris prisonniers, pour les abattre. Un cimetière appelé Tata sénégalais à Sasselé dans le Rhône contient 180 corps, chiffre retenu par les autorités militaires, alors que l'association civile de la mémoire annonce 1333 morts, dénombrés sur un effectif de 1800 hommes, hormis un ou deux, tous sont des Africains. Dès août 1940, les forces de la France libre se reconstruisent en Afrique. Sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué, dans les troupes françaises débarquées en provenance, la moitié avait été recrutée dans les colonies. La division Leclerc aussi était en grande partie constituée d'Africains. Aux côtés d'autres nationalités et bien sûr sur des républicains espagnols, les Africains participent à l'ensemble des combats pour la France libre, au Gabon en 1940, à Birkemen en 1942, en provenance avec la première armée en 1944. Ils sont présents sur tous les fronts. En France, les pertes parmi les tirailleurs sont estimées à au moins 17 000 hommes et quelques 15 000 prisonniers et internés après l'armistice, voire subir 4 années de détention en France, dans les frontalacs, pour travailler en herbe-commande pour les nazis. Et leur indélo considère que la venue de Noirs et de Maghrébiens serait une souillure pour la terre allemande. Certains s'évadent pour rejoindre la résistance, présent dans les Vercors, où ils forment un escadron sénégalais. Ils se distingueront dans les combats de libération. Enfin, il y a à Thiaroye. Moi j'habite à Thiaroye et je vous demande d'applaudir chaleureusement les tirailleurs sénégalais. En décembre 1944, un jour inoubliable pour nous Sénégalais, plus particulièrement pour les Africains. Le 1er décembre 1944, où la France massacre des Africains qui avaient combattu pour les Français. Pour rappel des faits, l'armée française décide de renvoyer le 21 novembre 1944 1200 à 1300 tirailleurs sénégalais à Dakar, dans le camp militaire de trajet de Thiaroye. Là, ils réclament le paiement de leur arrière de solde et refusent de quitter le camp militaire où ils sont cantonnés. Thiaroye est le plus souvent présenté comme une mutinerie. Bien sûr, Thiaroye peut être présenté comme une mutinerie. Une rébellion armée d'ex-prisonniers de guerre ayant nécessité d'une riposte armée des troupes coloniales ont nommé de préciser qu'ils ne sont pas armés. Le bilan officiel de cette prétendue mutinerie, retenu jusqu'au discours du président de la République le 30 novembre 2014, est de 35 morts, 35 blessés et 34 condamnés jusqu'à aujourd'hui. Ce bilan est très contesté. Et plusieurs historiens, et de 35 morts, 35 blessés et 35 condamnés, je le répète. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce bilan est très contesté et plusieurs historiens et associations de mémoire demandent l'ouverture réelle des archives militaires françaises de Dakar, afin de faire la vérité sur ce massacre, car il pourrait y avoir eu plus de 300 morts et non 35 morts. Donc, il y a des mensonges d'État. La France n'est pas en elle-même quand elle détourne son regard des événements qui ont pu assombrir son image, a solennellement proclamé le président Hollande en novembre 2014. Il est fondamentalement que l'État français fasse toute la lumière sur cette sombre histoire, en réparant l'injustice, en livrant la liste des victimes, la cartographie des fosses communes devenues dépôts d'ordures, j'habite là-bas, aujourd'hui nettoyées,
Les victimes de Thiaroye et leurs proches ont droit à la vérité, quelle que soit. La justice ne pourra être restaurée que par un procès en révision, l'exhumation des corps et la reconnaissance officielle du massacre. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous demandais, mesdames et messieurs, pourquoi ces soldats africains étaient dénommés tirailleurs sénégalais. S'ils tiraient ailleurs, la France n'aurait pas sa liberté. Je vous remercie. Alors, sur la plaque figurant sur l'esplanade des villes compagnons de la Libération, en hommage aux troupes coloniales, voici un extrait de ce que le général de Gaulle déclara le 23 avril 1968, contredisant son discours du 26 août 1944. La France pourrait-elle oublier cette armée venue d'Afrique qui réunissait les Français libres de la première division française libre, les pieds noirs, les goumiers, les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, les soldats des territoires d'outre-mer, les évadés de France par l'Espagne, les anciens de l'armée d'armistice et des chantiers de jeunesse? La France pourrait-elle oublier ces 250 000 hommes auxquels la volonté du général Jean de Lattre de Tassigny vint s'amalgamer 150 000 volontaires des forces françaises de l'intérieur? La France pourrait-elle oublier que cette armée a libéré le tiers de son territoire et que sans elle, son chef n'aurait pas été à Berlin le 8 mai 1945 pour signer l'acte de capitulation de l'Allemagne? Pourrions-nous accepter que nos cimetières, où se mêlent par milliers les croix chrétiennes, les étoiles juives et les croissants de l'islam, soient ensevelis sous l'oubli et la gratitude? Le souvenir, c'est non pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants. C'est ce que déclarait le général de Gaulle, sans l'accent du général de Gaulle. Rappelons que dès 1933, les étrangers qui fuyaient le fascisme allemand, ceux qui fuyaient les persécutions venues de Hongrie, de Pologne, d'Italie et d'Espagne, ceux qui n'hésitèrent pas un instant à s'embarquer dans une aventure périlleuse du fin fond de l'Afrique, alors appelée française, pour soutenir les forces françaises libres, et ceux qui, bien avant, avaient fui et déjà un massacre et s'apprêtaient à se défendre contre une autre horreur, les Arméniens, tous et toutes étaient les fiancés de la liberté. Toutes et tous attendaient de vivre libres sur ce sol choisi librement. Ils étaient soldats de première ligne, francs-tireurs de la première heure, agents de liaison, passeurs de lignes et de frontières, porteurs d'armes, de tracts, de messages. Ils ont été de tous les combats, dans les pires conditions. Ils ont enduré les pires souffrances pour ne pas permettre que le fascisme arrache leur dignité humaine. Puis, souvent, au nom d'une interprétation de l'histoire franco-française, ils ont été au mieux oubliés, ignorés des historiens et de la mémoire populaire, au pire, persécutés et exécutés. Aujourd'hui, plus que jamais, à cette date anniversaire de l'entrée des antifascistes espagnols dans Paris, tous les oubliés de la mémoire, les exclus de l'histoire officielle, de la résistance et de la déportation, pendant des décennies, tous ont un droit légitime à la mémoire collective, nationale et internationale. Nous avons encore de grandes choses à réaliser ensemble. Espagnols, Allemands, Italiens, Algériens, Sénégalais, Juifs d'Europe, Tziganes, Arméniens, Polonais et tant d'autres auxquels nous n'avons pu cette fois-ci donner la parole. Nous pouvons nous fixer de nouveaux rendez-vous pour raconter ces histoires au cours d'une spectaculaire commémoration dont vous a parlé Raïm. Il nous appartient de porter cette mémoire comme on doit porter la grande richesse de la diversité. Aujourd'hui, je voudrais, au nom de l'association 1944, remercier Madame Vieux-Charrier, au titre de la maire de Paris, Madame Zarka, au titre du maire du 4e, Monsieur Girard, et toutes celles et ceux élus et de l'équipe des municipalités qui œuvrent pour cette mémoire, de nous permettre de faire du 24 août une journée d'hommage au courage de ces Espagnols engagés dans les rangs de la liberté et de la justice, et cette année particulièrement, d'avoir pu rendre hommage à travers eux, et grâce à leur audace, à tous ces étrangers qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour vivre libre. Par votre soutien à ce rappel de l'histoire, vous transmettez à toutes les générations présentes, futures,
un message d'espoir et d'humanité envers l'autre, d'une force exceptionnelle. Nous mesurons plus que jamais l'utilité de l'ouverture de notre centre de documentation qui servira le travail qu'il nous reste à accomplir ensemble et notamment auprès des jeunes pour qu'éclatent ces vérités historiques qui sont le passage obligé vers le véritable vivre ensemble. Et comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble, comme des idiots. Et suite aux événements tragiques survenus au Nigeria, à Barcelone, à Cambris, au Burkina Faso et partout dans le monde, nous terminerons par des paroles de poètes, tout en saluant la présence de la mairie, des représentants de la mairie de Barcelone et de la mairie de Madrid. Donc, je voudrais vous offrir les mots d'un poète espagnol assassiné par le franquisme. 17 août 2017. La Rambla de Barcelone est jonchée de fleurs humaines écrasées. 19 août 1936, Federico García Lorca est assassiné. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous parle encore. Les fleurs de la rue la plus joyeuse du monde, la rue où vivent ensemble à la fois les 4 saisons de l'année, l'unique rue de la terre dont j'aimerais qu'elle ne finisse jamais, riche de sonorités, abondante de brises, belle de rencontres, antique de sang, la Rambla de Barcelone. 17 de agosto 2017. La Rambla de Barcelona está cubierta de flores humanas machacadas. 19 de agosto 1936. Asesinan a Federico García Lorca. Hoy más que nunca aún nos habla. Las flores de la calle más alegre del mundo, la calle donde viven juntas a la vez las 4 estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca, rica en sonidos, abundante en brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, la Rambla de Barcelona. 17 d'agost 2017. La Rambla de Barcelona està plena de flors humanes xafades. 19 d'agost 1936. Federico García Lorca és assassinat. Avui, més que mai, continua parlant-nos. Les flors del carrer més joiós del món. El carrer on viuen juntes alhora les 4 estacions de l'any, l'únic carrer de la terra que m'agradaria no veure acabar-se mai, ric de sonoritats, abundant de brises, vell de trobades, antic de sang, la Rambla de Barcelona, Federico García Lorca. C'est Anne Hidalgo qui, il y a quelques heures encore, avait prévu de venir présider cette cérémonie, mais qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre maintenant. Donc je lirai son discours, et avant de lire son discours, son message, je voudrais saluer l'adjoint au maire de Madrid, l'adjoint au maire de Barcelone, le délégué du gouvernement de la Catalogne en France, Madame la présidente de l'association du 24 août 1944, chère Véronique, Madame l'adjointe à la maire du 4e arrondissement, chère Evelyne Zarka, et puis, parce qu'ils sont fidèles, les associations, bien sûr, des Républicains espagnols, et puis la Confédération nationale du travail qui, chaque année, vient jusqu'ici pour commémorer cette importante cérémonie, enfin cet important événement qu'a été l'entrée des guérilleros dans Paris. Donc je vous lis le discours de Madame Hidalgo.
Le soir du 24 août 1944, veille de l'entrée de la 2e DB dans la capitale française occupée, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, la 9, est arrivée dans Paris. Ce sont ces 160 hommes, dans leur majorité des Espagnols républicains, socialistes, communistes, anarchistes, combattant le fascisme depuis des années dans leur pays, qui ont ouvert la voie de la libération de Paris. Depuis la porte d'Italie, la colonne du capitaine Drone a marché sans trembler jusqu'à atteindre l'hôtel de ville ici même. Il y a 73 ans, les Parisiens les ont accueillis avec une immense émotion et une reconnaissance infinie. Après des années d'occupation, ils ont vu enfin arriver leur premier libérateur. Ceux qui avaient décidé de se battre pour la liberté d'une terre étrangère. Ceux qui avaient érigé l'égalité en loi au sein de leur compagnie éminemment humaniste. Ceux pour qui la fraternité était l'unique mot d'ordre et le seul guide. Ceux qui ont défendu la France, honoré ses valeurs comme s'ils étaient ses propres enfants. Et c'est donc avec la même émotion et la même reconnaissance que nous rendons hommage à ces héros, trop longtemps oubliés, vous l'avez dit, madame, et c'est une fierté pour nous tous que leur nom ait été attribué à ce jardin, derrière nous, tout proche de l'esplanade de la Libération et tout contre l'hôtel de ville de Paris. Ainsi est perpétuée la mémoire de ces hommes qui ont trouvé la force de se battre en France, pour la France, après avoir affronté l'horreur de leur propre guerre en Espagne. Sur leur terre, ils ont connu l'oppression, la violence, le musellement, et pourtant, ils se sont mobilisés pour secourir un autre pays asservi. Dans l'ombre et dans le secret, ils se sont rassemblés autour d'un objectif, libérer Paris. Pensons au courage et à l'abnégation qu'exige un combat pour une liberté que l'on ne goûtera pas. Existe-t-il un sacrifice plus profondément humain que celui-là? Nous devons tout à ces hommes qui ont risqué leur vie pour un autre peuple que le leur, pour une autre nation que la leur et pour d'autres droits que les leurs, pour notre peuple, pour notre nation, pour nos droits. Le goût de la liberté, l'histoire les en a privés longtemps, bien après leur arrivée dans Paris, grâce à la 2e division blindée du général Leclerc. Après 1944, les républicains espagnols ont vu la dictature prospérer des années et des années encore. Et pendant que Paris se reconstruisait, hélas, le souvenir de ces héros venus d'ailleurs s'est peu à peu estompé. Et c'est donc pour rétablir la vérité de l'histoire et célébrer ces hommes courageux que nous sommes réunis ici. Vous êtes présents, nombreux, à vous battre quotidiennement pour que l'on n'oublie rien de leur engagement et de leur sacrifice. Militants d'associations, historiens, écrivains, journalistes, artistes, merci pour votre travail précieux au service de la vérité. C'est aussi grâce à vous que perdure le souvenir d'hommes exceptionnels comme Manuel Lozano, disparu à Paris il y a 17 ans et pour qui nous avons une pensée particulière. Nous avons en effet inauguré l'an dernier une plaque portant son nom dans le 19e arrondissement de Paris. En 1936, aux côtés des républicains espagnols, en 1942, au sein des corps francs d'Afrique, en 1944, avec la 9, Manuel Lozano s'est battu pour faire triompher la paix. Après Paris, il a poursuivi sa route vers l'Allemagne, où il a participé à la libération du camp de Dachau et à la prise du nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Et notre gratitude à son égard, comme à l'égard de ses compagnons, est immense. Nous venons aussi, aujourd'hui même, cet après-midi, au cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, rue de Villers-Sexel, nous venons d'inaugurer une plaque en hommage à José Barón Carreño, autre républicain espagnol engagé dans la résistance et tué d'une balle en plein cœur lors de la libération de Paris. Chers amis, j'ose dire, chers camarades, en 1944, la fraternité et la solidarité ont changé le cours de l'histoire. Elles nous ont ouvert les portes d'un monde libre. Je ne suis pas certaine qu'on soit arrivé à ça. Ça, c'est moi qui le rajoute dans le discours de Madame la maire.
Donc, je pense que le verbe résister peut se conjuguer encore au présent. Et n'oublions pas en tout cas ces hommes et ces femmes qui, eux, nous ont montré qu'il y a un chemin de liberté pour un monde de justice. Je vous remercie. En español, pero espero que me entendáis porque son muy breves. En primer lugar, mostrar mi orgullo por representar oficialmente al Ayuntamiento de Madrid en este acto. Nuestra presencia aquí tiene tres razones que creo que podéis entender fácilmente. La primera es la gratitud y el reconocimiento al trabajo de las organizaciones sociales. Lamentablemente, este tipo de reconocimientos aquí en Francia, pero sobre todo en España, en Madrid, han tardado mucho y ha sido gracias al empeño, a la labor cotidiana de las organizaciones sociales. Y por eso para nosotros, como Gobierno de Madrid, era una obligación, a invitación de las asociaciones y del movimiento, estar presente hoy aquí. En segundo lugar, por gratitud al Ayuntamiento de París, cuyos representantes están hoy aquí, especialmente a Anne Hidalgo. Madrid, sorprendentemente, no tenía ni unos jardines, ni una placa, ni un homenaje a los combatientes de la 9. Este año lo hemos inaugurado con la presencia de la alcaldesa de Madrid, que tuvo esa decisión política de estar junto con nuestra alcaldesa Manuela Carmena. Por lo tanto, era obligado también, en retribución, poder estar aquí en estos bellos jardines de la 9. Y por último, queríamos estar hoy aquí presentes porque lo que representa la 9, los combatientes republicanos, los combatientes de todos estos colectivos que hoy he escuchado con muchísimo interés, no solo es algo del pasado, es algo del presente, de nuestra lucha actual. La intolerancia, el fascismo, es algo que sigue vivo y por lo tanto esos valores, que es mucho más importante que el recuerdo, sino el presente, están ahí. Y por eso hacer estos actos no solamente es un recuerdo, es una reafirmación política de la lucha del presente. Y como ese signo, ese símbolo y ese lema que gritábamos en Madrid para resistir al fascismo del no pasarán, al final no pasaron porque derrotamos el fascismo, pero tenemos que seguir manteniéndolo en la lucha contra la intolerancia y el fascismo. Por lo tanto, hoy, en el recuerdo y en el presente, no pasarán. Muchas gracias.